Radio Espace, les GG. Pendant ce temps, les migrants, on s'intéresse évidemment ce matin, mon cher... oui, il est 47, mais tu vas démarrer quand même, hein, voilà, mon cher ami. Migrants donc en détresse au Sahel, l'OIM lance un appel pressant, mon cher Tamba. Qu'est-ce qui se passe-t-il exactement? Le micro. Alors, c'est important de préciser que l'explosion de la crise migratoire qui frappe la région ouest-africaine s'est particulièrement marquée en Guinée à partir de 2015. 2013, 2014, on oscille à 3000, quelque chose comme ça, 3000, 5000 maximum. Alors, 2015-2016, vous vous souvenez, on va jusqu'à 13 000, près de 14 000 migrants, en seulement une année. Et on se disait, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous vous souvenez, c'est à cause de cela que l'Union européenne a élu la Guinée au fonds fiduciaire d'urgence. L'argent qui a donc été reversé auprès de l'OIM à l'époque pour appuyer les États les plus en crise sur la question migratoire, la Guinée y figurait, mais tenez-vous bien, en pole position, nous tenions la tête du peloton. Alors, pour comprendre mieux, peut-être on va essayer d'illustrer avec cet élément que nous avons. Parfait. De TV5 Monde, et puis derrière on revient. Mesdames et messieurs, du côté de la régie, si vous êtes prêts, nous à la radio, il n'y a aucun problème. Ils sont jours sous un soleil de plomb. Sur place, ces hommes, femmes et enfants manifestent leur colère. Ils sont plus de 4000 à attendre d'être pris en charge dans le centre de transit des Nations Unies. Malgré les sollicitations des migrants, interdiction de tourner dans ce centre géré par l'OIM, un centre qui accueille 1400 migrants et dont les capacités d'accueil sont saturées. Dans ce climat tendu, cette équipe d'humanitaires tente de calmer les manifestants. Ceux qui sont à l'intérieur du centre, qui seront identifiés à la base de leur numéro, les numéros d'enregistrement dans le centre. Ils vont partir à Arlit, ils vont libérer de la place et ceux qui sont dehors vont rentrer. Et pas tous, pas tous, parce que la capacité du centre, vous-même vous voyez la capacité du centre. Une situation insupportable pour Abou Soufiane et ses camarades venus de toute la sous-région. Ils attendent depuis plusieurs mois une assistance humanitaire dans cette prison à ciel ouvert. Le soir, c'est là où on s'installe pour dormir. Et le matin, on se cache derrière le mur-ci. C'est-à-dire, on suit seulement là où l'ombre passe, les rayons solaires. Ce n'est pas un lieu où on peut déposer les migrants. Et dans le désert, il n'y a pas de travail ni quoi. Et on a beaucoup qui ont perdu la vie ici. C'est-à-dire, ils nous regardent comme des chiens. Nous ne sommes pas des humains. Pour survivre, les migrants consomment cette eau sale. Elle provoque la dysenterie dont beaucoup souffrent ici, ainsi que d'autres maladies comme la tuberculose ou encore la gale. Quant à la nourriture, on se débrouille ici avec les moyens du bord. Pour cette humanitaire de Médecins sans frontières qui appuie le centre de santé du village, les conditions sanitaires sont catastrophiques. Devant nous, c'est le CECI. Tous les espaces sont occupés. Il n'y a pas d'eau, les gens ne se lavent pas, même notre personnel. Vraiment, ils sont envahis par forte odeur. Tout ce que vous voyez ici en noir, ce n'est pas des pierres, ce n'est pas des sachets en plastique, mais ce sont les gens qui ont déféqué partout. Les autorités nigériennes ont demandé aux organisations humanitaires présentes dans la région d'Agadez de se mobiliser pour soulager les communautés d'Assamaka et mettre fin à ce drame humanitaire. Radio Espace, les GG. Pendant ce temps, évidemment, on vient de regarder ce élément de reportage donc, de TV5 Monde. Voilà, vous voyez ce que c'est. On a d'autres images, justement, Poutine va les illustrer tout à l'heure. Mais on commence bien avec cette carte. Si si à la régie, on est près de ce côté, on peut... Allez, d'accord. On va donc ça, il s'agit d'une compatriote à nous, guinéenne, une certaine Silla. Elle est en train de parler là. Mais vous allez voir tout à l'heure qu'elle est avec sa fille.
vous pouvez bien écouter l'élément où l'appel il est clair. On demande à l'État guinéen de réagir. Pourquoi on en parle particulièrement? Vous savez, la Guinée tient quand même la tête du peloton depuis plusieurs années. Ça oscille entre nous et le Mali. Mais ce qui se passe est grave. En fait, au niveau de l'État algérien, là on parlait de la Tunisie, mais l'État algérien, sur cette question, ça ne rigole pas. On pousse ces migrants du territoire algérien vers le Sahara, comme vous avez vu, mais on les envoie à 15 km. À 15 km dans le désert. Entre ce niveau-là, jusqu'au premier centre, le premier centre s'appelle Samaka. Eh bien, c'est la petite fille dont je parle. Elle parle bien français. Je crois qu'elle a 4 ou 8 ans, je crois 4 ou 5 ans. Et elle le dit clairement dans cette vidéo-là. Le premier centre, c'est le centre de Samaka à la mine, avec une capacité de contenance, bon, on apprenait 1500, mais le reportage nous parle de 1400 personnes. Ce qu'on nous dit, c'est qu'aux portes de ce centre, vous avez vu les images tout à l'heure, il y a 4000 migrants ouest-africains, 4000 migrants qui sont à ce niveau-là et qui veulent entrer parce qu'ils ont été rejetés par l'Algérie et ils doivent trouver un centre. Et tenez-vous bien, ce premier centre-là est à 15 km de la frontière algérienne, mais entre ce centre et le territoire premier de transit, c'est-à-dire Niamey, vous avez jusqu'à 7 centres. Il faut partir de centre en centre pour arriver à Niamey. À partir de là, on va commencer d'autres démarches pour envisager d'être porté. La mine, ce qui nous intéresse, c'est que dans ce centre qu'on a vu, vous avez 941 Guinéens. Waouh. Ce centre qui est là, le centre de Samaka. 940 sur les 1400. Sur les 1400, vous avez 941 Guinéens. C'est-à-dire que un peu plus du double, quoi. C'est des Guinéens qui sont à l'intérieur. Les 2 tiers. Mais sur les 4000 migrants qui sont derrière et qui n'ont pas accès au centre de Samaka, vous avez 1500 Guinéens. Sur 4000 ouest-africains. 1500 Guinéens qui attendent là, plus les 941, vous voyez bien qu'on est autour de 2000 aujourd'hui. Et qui sont là et qui attendent justement une solution. L'État guinéen est au courant de cette situation. Le directeur général des Guinéens de l'étranger a reçu un courrier de la part de l'OIM, justement pour obtenir de l'État un engagement fort. Non seulement, et là c'est un ensemble d'éléments qu'il faut faire. La description est claire, Lamine. Voici ce qu'il faut faire pour aider ces Guinéens à rallier le territoire guinéen. Le premier, c'est à envoyer une mission consulaire à Niamey jusqu'à ce point de centre pour l'identification des nationalités. C'est important de savoir qui est guinéen et qui ne l'est pas. On a besoin d'un premier élément et c'est cela. Le deuxième élément qui va en découler, c'est certainement à la reprise. Nous reviendrons là-dessus. Voilà. Cher Tamba, voilà, on va revenir à 11h, mesdames et messieurs, avec vos propos, également aussi avec d'autres enquêtes à suivre avec toute l'équipe. On revient à 11h. Merci à vous qui nous rejoignez en Haute-Guinée. Oui, les grandes gueules tours. D'ailleurs, ça démarre dès le 15 mai 2023 à Sigiri. Nous serons le 16 mai à Kankan, le 17 mai à Kouroussa, le 19 mai à Dabola, le 22 mai à Mamou et le 24 mai, nous serons à Kindia, évidemment, mesdames et messieurs. Donc, c'est les dates qu'il faut retenir. On va revenir sur ce sujet, mon cher Tamba. On a écouté cet élément de reportage. L'heure est grave parce que les chiffres que vous évoquez ce matin sur les 1300 migrants, c'est bien cela. On a au moins 900 Guinéens. C'est bien ça, Tamba, hein? Sur les 1400 migrants, voilà, à l'intérieur du tout premier centre, à la porte de l'Algérie, donc à 15 km de l'Algérie, vous avez 941 Guinéens. Donc tout près de 1000, quoi. Il n'y aurait que les 400 qui se répartiraient sur d'autres aspects. En fait, ça soulève beaucoup de questions. Je pense que les collègues vont les relever tout à l'heure. Et donc, ce que l'on nous apprend, c'est que si vous comptez les 1400 qui ont rempli le centre, certainement beaucoup plus, parce que souvent, il y a la capacité d'accueil initiale, mais face à une situation d'urgence, on est parfois amené à ouvrir les portes, donc c'est certainement beaucoup plus qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, ceux qui sont à la porte de ce centre et qui ont été rejetés par les autorités algériennes sont dans ce désert-là. Ouais. On vous prend tout simplement d'Algérie, on vous sort du territoire, on va à 15 km du pays avec vous. On vous laisse. On vous jette. Voilà. Maintenant, on vous jette du pays, on vous met dans le désert, débrouillez-vous. Il n'y a pas d'eau, vous savez, dans le désert. Ouais. Quand on en parle,
les gens ne comprennent pas. Maintenant, vous quittez ce moment-là. Vous quittez ce moment-là. Là encore, 1500 Guinéens. Okay. Donc vous quittez ce niveau. Ils sont obligés de marcher pendant sur les 15 km. Là, on les dépose. Ils sont obligés de marcher sur 15 km pour rejoindre le centre là. Et c'est une marche dans le désert. Ouais. C'est une marche dans le désert. Vous avez eu la petite fille tout à l'heure. N'oublions pas de le rappeler. Il y a des hommes, il y a surtout des femmes et des enfants. Ouais. Dans cette histoire-là, regardez une petite fille comme ça qui va marcher dans le désert, donc sans eau, sur 15 km, simplement parce qu'elle a été repoussée d'une frontière. Maintenant, ils arrivent à ces portes du centre. Il y a au moins 4000 migrants qui sont là, et parmi eux, nous comptons 1500 Guinéens. Ce sont des chiffres précis qui nous viennent notamment d'acteurs qui sont impliqués sur ces questions-là. Lamine, ce qui est demandé aujourd'hui à l'État guinéen, la première chose, c'est de faciliter l'identification de ces migrants-là. Est-ce que c'est des Guinéens? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Oui, parce que bon, on le sait aussi, hein, c'est tellement facile d'avoir nos pièces d'identité. Oui, mais vous voyez, c'est très très simple aussi d'identifier ceux qui sont Guinéens de ceux qui ne le sont pas. Oui. Ça se fait par la langue, mais par les lieux aussi. Ouais, je comprends. Donc la connaissance générale du pays, ça se fait de cette façon-là. Et si c'est fait, c'est aussi simple, on pourra le faire. Donc ce qui est demandé aujourd'hui à l'État guinéen, c'est justement de faciliter l'identification de ces compatriotes qui sont là. Parce qu'on nous parle de 1500, en plus les 900 et quels, vous avez 2500 au moins. Et ça, ce sont ceux qu'on identifie à certainement plus. Ouais. Donc 2500 au moins qui se retrouvent dans cette situation-là. Ouais. Aider à identifier l'identité. Deuxièmement, et parce qu'ils ne vont pas rentrer comme ça, ils n'ont plus de papier, et ça c'est important de le dire. Ah, okay. À partir de la Libye, s'ils sont passés par là avant l'Algérie, parce que vous voyez le cheminement, c'est pourquoi j'avais laissé une carte à l'intérieur de... Normalement, l'homme de nuit, voilà. Ouais. Vous avez donc la Libye par ici, parce que c'est là on arrive. Ouais. Vous arrivez donc du Burkina ou du Mali, vous entrez au Niger, vous avez le choix de passer par la Libye, parce que de toute façon, par la Libye, vous êtes obligé de rentrer vers l'Algérie, parce que c'est par là, par la Sicile, qu'on va monter pour aller atteindre l'Italie. Et donc, vous suivez cette trajectoire-là. Lamine, à partir donc de l'Algérie, sans vous parler des risques qu'il y a en Libye. Ouais. Parce que là-bas, c'est un no man's land. Il n'y a pas de loi, esclavage sous toutes ses formes. Hein. Donc, la traite des hommes, l'esclavage notamment sexuel en particulier, le travail forcé, il y a tout cela. Vous revenez en Algérie et on les rejette à la frontière. Et vous savez, le Niger... Parce que les gens, on peut penser tout de suite, ah mais il y a des habitations entre le Niger et l'Algérie. Ah mais non, attention, sur ce volet-là, c'est le Sahara. Sans compter les déserts du Ténéré que nous avons sur cette bande-là, notamment à Agadez, parce que le Ténéré s'étale à perte de vue à ce niveau-là. Vous entrez dans le Sahara, on parle du plus grand désert quand même que vous avez là. Vous entrez là et on vous demande de marcher à des températures... incroyable, sur 15 km avec des enfants et des femmes, sans eau. Vous avez vu les matières fécales qui sont déposées dans le reportage là, c'est à dormir debout. C'est ce qui se passe. Pour la petite histoire, et je termine avec ça. Lamine, moi j'arrive à Niamey, figurez-vous, c'est pas l'endroit le plus chaud du Niger, c'est pas le plus chaud. Agadez, c'est le territoire des extrêmes. À un moment même, il y avait de la neige qui tombait là-bas quand c'est la période froide. Quand il fait chaud, ils sont dans les extrêmes. Mais à Niamey, j'arrive là, Lamine, j'ai dû ouvrir le frigo de ma chambre pour m'asseoir devant. Ouais. On a été avec Jacques Lébar. Bah oui, j'en ai parlé avec lui, il se plaignait tout le temps de la température qu'il y avait là. Quand j'étais sur les missions professionnelles. Oui. Je sors des missions professionnelles, et d'ailleurs j'ai une anecdote là-dessus. J'arrive. Premier jour où on me dit tu vas à la Direction nationale de la surveillance du territoire, je sors de la voiture qui est climatisée. Quand je sors, j'ai l'impression que c'est du feu qui me tombe dessus. Donc je cours, on me voit courir, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais acheter de l'eau glacée en sachet, je me verse sur la tête. Ça mouille même mon habit, mais le temps que je finisse et de rentrer dans la voiture, c'est sec. Ouais. C'est terrible. Et là-bas, c'est pas chaud. Hein. Ouais. Quand c'est le désert, c'est une autre histoire. Et donc, on les laisse là sur les 15 km, ils arrivent. Imaginez la situation humanitaire. Il faut que l'État nous aide
et aident nos compatriotes sur ce paramètre-là. Ouais. Ils nous ont aidés sur le cas tunisien, ils nous ont aidés sur le cas ukrainien. C'est bien que l'aide de l'État puisse se faire ressentir sur ce dossier. Il faut des documents de voyage parce qu'ils ne les ont plus. Ils ont été retirés, soit au niveau de la Libye ou même bien avant au niveau de la frontière burkinabé. Ça se passe de cette façon-là. Et donc, il faut des documents de voyage, il faut des autorisations, donc notamment pour le cas guinéen, une autorisation pour recevoir ces délégations-là. Oui. Mais encore, ce qui est plus difficile aujourd'hui, Lamine, il faut l'organisation de charters. L'OIM s'en occupe souvent. C'est très coûteux. On ne peut plus le faire par la route à cause de la situation sécuritaire. Il faut des charters et ils sont très coûteux. L'État guinéen, justement, doit pouvoir aider à procéder de cette façon-là. Autrement, là, on parle d'eux, mais ce qui peut se passer derrière, franchement, je n'ai pas envie d'y penser. Voilà. La pédagogie, mesdames et messieurs, dans votre émission, les GG. Le système d'Alpha se remet-il en place? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Enquête à suivre dans un instant, évidemment sur Radio Espace. Mon cher Diba, on a écouté Tamba avec évidemment ces questions encore de migration. C'est dingue. Hein? Oui, justement, ça devient un vieux débat. On en parle chaque année. Et moi, j'ai travaillé avec l'OIM en 2019. Et voilà, je savais à l'époque un peu l'action qu'ils avaient menée sur le terrain, puisqu'ils ont doté le pays d'un document qu'on appelle le profil migratoire. Alors c'est ce profil migratoire qui a permis à l'État guinéen d'aller vers la politique migratoire, parce qu'il fallait comprendre un peu l'attitude de ceux qui quittent le pays, pourquoi ils quittent, les raisons et comment pouvoir traiter la question, puisque à l'époque la Guinée était le deuxième pays pourvoyeur de migrants en Afrique subsaharienne. Alors imaginez-vous, rien qu'en 2018, Lamine, on parle de 4411 Guinéens qui sont arrivés sur le sol italien en 2019. Contre 7128 en 2018, 13 839 en 2017, 13 342 en 2016 et 2629 en 2015. Donc, ce qui veut dire que vous avez beaucoup de Guinéens qui passent en tout cas par ce voyage périlleux, sans compter qu'au total, 17 290 migrants guinéens irréguliers ont été identifiés dans l'Union européenne en 2018. Donc, ce qui est trop en termes de chiffres, et 3115 seulement en 2014. Donc, ça veut dire que la Guinée, sur le plan international, à un moment donné, arrivé après l'Irak, puisque l'Irak, vous vous souvenez, avec le conflit irakien et tout, donc à ce niveau, il y avait beaucoup de déplacements. La Guinée est venue fermer la marche du podium. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? On va continuer chaque année à parler de migration si on ne pose pas les vraies questions, si le débat n'est pas posé en Afrique. Parce que ce chiffre-là, l'OIM, ils font ce qu'ils peuvent. Parce que ce camp de là où on reçoit les gens, c'est autour de 1400 la capacité d'accueil. Vous avez 4000 migrants qui sont dans le désert qui demandent à être reçus. Aujourd'hui, ils sont dépassés. Il faudrait que les pouvoirs publics posent le débat, qu'on fasse une réflexion. On va continuer à recevoir les migrants et les jeunes vont continuer à sortir du pays. Avec le fonds fiduciaire de l'Union européenne, à l'époque, c'était 65 millions d'euros. Ce fonds-là permettait de financer la réinsertion. Mais malheureusement, il y a des jeunes qui rentrent au pays, on investit sur leur réinsertion, on les accompagne dans des projets, ils sont financés, mais après, ils reprennent l'argent, ils se retournent. Donc, c'est devenu aujourd'hui ce cercle vicieux-là. Il faut que parce que il y a des gens, quel que soit ce que vous allez faire, ils partiront. Ça, c'est clair. Chacun a ses raisons de partir, je suis d'accord. Ouais. Il y a des personnes, quel que soit ce que vous faites, ils repartiront. Ouais. Mais on peut minimiser les chiffres. Évidemment. Parce que la mine, 17 000 Guinéens dans l'espace Schengen, rien qu'en 2018, je pense que c'est trop. C'est trop. Ce n'est pas une belle image. Et c'est pas un pays en guerre. C'est pas un pays en guerre. Ouais. C'est pas. Imaginez-vous, on venait sur le plan international deuxième après l'Irak. Ouais. On sait ce que l'Irak a subi avec le départ de Saddam Hussein, avec l'État islamique. Mais nous, on n'est pas dans cette situation-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est la question de l'employabilité des jeunes? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est la cohabitation? C'est ça qu'il faut chercher aujourd'hui à comprendre. Les pouvoirs publics peuvent apporter de la solution en termes d'emploi, mais une fois encore, il y a un public qui est là, quel que soit ce que vous allez faire, ils partiront. Maintenant, on peut minimiser, on peut essayer de maîtriser un peu les chiffres, parce que 17 000 pour un pays comme la Guinée, c'est énorme. C'est énorme pour un pays comme la Guinée. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement travailler sur le structurel, sur la durée, pour essayer d'inverser la tendance. Merci beaucoup, Ndiba. Très belle analyse, évidemment. Allez-y, Madame Yoro. Alors, Mara posait une question très intéressante
importante avant qu'on ne parte en pause, justement par rapport à l'identification de ces Guinéens. J'ai échangé avec le directeur des Guinéens de l'étranger, justement, qui me dit qu'il y a eu au moins 3 missions qui sont parties pour une période de 6 mois du côté du Niger pour essayer de travailler à l'identification de ces Guinéens qui sont là-bas. Depuis 6 mois, ils partent, ils sont au contact avec nos compatriotes qui sont là-bas, ils les identifient pour ne pas ramener n'importe qui au pays. Et justement, je lui ai demandé, mais c'est un drame humanitaire que nous sommes en train de vivre de ce côté, mais il y a qu'ils travaillent en collaboration avec l'OIM et que chaque mois, il y a au moins 3 vols qui sont prévus, 3 vols d'au moins 150 personnes. Donc, pour dire qu'à la fin de chaque mois, nous avons quelques Guinéens qui reviennent. Mais si nous prenons par exemple 3 vols de 150 personnes par rapport aux chiffres que nous avons de ce côté, je pense qu'il faut travailler à faire en sorte qu'il y ait peut-être plus de vols et travailler surtout à la sensibilisation parce que je ne comprends pas que tant de Guinéens veuillent prendre tant de risques. Parce que il y a la migration régulière qui se fait. Je pense qu'il faut beaucoup plus peut-être sensibiliser à ça. Dire aux gens, par exemple, aux jeunes, par exemple, qui veulent partir étudier, qu'il y a des voies régulières qui ne sont pas coûteuses. Il suffit juste d'être dans le système, de s'inscrire, de suivre les voies qu'il faut pour pouvoir partir régulièrement pour ne pas perdre la vie. Parce que nous, pendant les vacances dernières, on a parlé avec des femmes, Lamine, qui sont passées par cette voie-là. Des femmes qui partent avec des bébés, des nourrissons. Il y en a qui perdent la vie. Certaines personnes s'en sortent, mais d'autres perdent la vie. C'est de la loterie à la fin. Oui, c'est de la loterie, un jeu de hasard. Vous vous dites pile ou face, je pars, soit je traverse ou je meurs. Mais je pense qu'il y a quand même un véritable travail à faire parce que quand vous prenez une famille, par exemple, qui décide de revendre des biens pour mettre un jeune dans le désert tel que ce qu'on est en train de voir. Je vois cette petite fille. Je vois. Et il y a un documentaire que Gando aussi a réalisé du côté de la France. De l'autre côté. C'est juste incroyable quoi. Simine dit, c'est un poulard le titre, mais c'est juste extraordinaire. Parce que c'est les regrets et tout ça, c'est dingue. Vous pensez que c'est l'Eldorado, vous pensez que tout est rose de ce côté. Tu veux parler Peul? Non, j'ai oublié le titre du film de Gando, mais c'est différent. Je ne sais plus c'est quoi le titre. Voilà, Métissifade. Métissifade. Voilà, difficile à expliquer. C'est ça. Parce que vous partez avec une idée, vous pensez que tout est rose, vous pensez que quand vous partez là-bas, tout peut marcher comme sur des roulettes. Vous arrivez, vous vous confrontez à des problèmes de papier, il y en a qui dépriment. On a vu des jeunes qui sont devenus fous. C'est ça, évidemment, qui ont pété un câble. Carrément, qui ont pété un câble parce qu'ils se sont retrouvés dans un milieu pensant que tout serait facile alors que c'est carrément le contraire. C'est carrément le contraire, ça va à 100 à l'heure là-bas, sans répit. Les gens ne dorment pas, ne se reposent pas et le rythme est différent. Le côté social que nous avons ici n'existe pas là-bas. Vous ne pouvez pas débarquer chez quelqu'un là-bas tout bonnement comme ça parce que oui, vous le connaissez et vous restez chez lui parce que tout est difficile, tout est paramétré. Et je pense que c'est bien déjà le travail qui est en train d'être fait ici par le ministère des Affaires étrangères, le fait de travailler en collaboration avec l'OIM pour essayer d'aider ces Guinéens à revenir, mais en même temps, il faut travailler à la sensibilisation. Parce que les gens, par exemple, qui seront identifiés, qui seront dans la base de données et qui reviendront ici, qui seront pris en charge pour la réinsertion et qui décideront de repartir, je pense que c'est compliqué de pareille situation. Voilà, mon cher Jacques, l'alerte, il faut le rappeler. Oui, je crois que la première des choses, il faut dire que l'État doit se bouger pour faire ce travail, en tout cas ce qui lui revient de droit. Ce sont des véritables Guinéens. Ce sont des devoirs, donc faire un travail d'identification, mettre les moyens pour pouvoir les faire venir. Bien entendu, ceux qui n'ont pas de documents de voyage, qu'ils puissent les avoir pour qu'ils retournent au pays parce que ce sont nos compatriotes, comme nous l'avons dit la dernière fois pour ceux qui étaient du côté de la Tunisie. Partout il y a un Guinéen qui est exposé à une calamité, à une situation difficile. Il est du devoir de l'État guinéen de se bouger, de montrer, n'est-ce pas, son patriotisme. L'État doit être patriote. Mais pour la question migratoire, moi j'ai une analyse tout autre. Je crois qu'il faut repenser la politique. Surtout la politique de réinsertion. Je crois que l'argent qui est déboursé pour la réinsertion, il faut le réaffecter ailleurs. Il faut le mettre sur des jeunes. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Il faut le mettre sur des jeunes qui n'ont pas envie de partir. Exact.
faut pas le mettre sur même pas les identifier non plus, mais je comprends très bien. Justement, qui a envie de partir, qui n'a pas envie de partir. Non, c'est pas facile, hein, mon cher Jacques. Voilà, on ne peut pas les identifier comme ça systématiquement à dire je vois le visage de Tamba, il veut partir, et puis non. Voilà par exemple nous ce qu'on a fait quand on a eu juste ce que tu dis. Quand nous en 2019 on a eu le financement, la condition c'était de prendre 5 migrants retournés avec un entrepreneur, c'est-à-dire tu les recrutes pour ne pas qu'ils quittent, parce qu'on a constaté que lorsqu'on donne l'argent en espèces collectif, ils partaient. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y a eu un fonds qu'on a donné 5 000. On va aller très vite parce que notre dossier enquête. Je vais terminer. Au fait, ce que j'ai dit, je ne parle même pas de migrants. Je ne parle pas des gens qui retournent. C'est pas parmi eux on va chercher qui a envie de repartir, qui a envie de reprendre le chemin ou qui a envie de rester. Bien. J'ai dit, cet argent-là, qu'on investit ou bien qu'on veut orienter vers la réinsertion là. Il faut l'investir sur la création d'emplois ici, la création d'entreprises, pour que ce soit incitatif, pour que le pays devienne de plus en plus incitatif. Mais attractif en même temps. Attractif si vous voulez. Mais aujourd'hui, cet argent de réinsertion là, vous savez qu'est-ce que les jeunes migrants en font? Quand ils reviennent, ça devient un droit. C'est-à-dire pour eux, c'est un droit, ils vous appellent. Ah, l'OIM nous a promis on n'a pas réussi. C'est comme si c'est l'OIM qui leur a dit. Je vois, c'est comme les allocations familiales en France. Oui, je crois qu'il faut sortir de ça. C'est de la folie. Vous avez eu de l'argent ici. Bien. Vous avez même vendu les biens pour prendre votre chemin. Quand ça échoue, vous ne devez pas devenir, si vous voulez, un fardeau pour les gens. Il faut investir sur des jeunes qui sont au pays. Merci beaucoup, Jacques. C'est comme en Europe, avoir des enfants est devenu une compétition. Pas forcément. Parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Oui, mais c'est ce que je dis, à cause des allocations familiales, avoir des enfants est devenu une compétition. Mais pour parler un peu de la migration, moi, je vais être juste bref. Madame Hiro parlait tout à l'heure de sensibilisation. Est-ce que c'est un modèle qui marche désormais? Parce que je ne pense pas si on a été plus sensibilisé que les images qu'on a vues en Libye ces derniers temps. Je ne crois pas. Je ne pense pas si on a été plus sensibilisé que les images qui circulent. Je pense que les gens sont parfaitement au courant du danger qui existe. Mais le désespoir, Roby, je ne te souhaite pas, sincèrement, voilà, c'est très important. Je pense qu'il faut pousser la question un peu plus loin, vraiment approfondir la réflexion sur ce déclic qui pousse les jeunes à prendre le risque d'aller vivre cet enfer. Oui, mais tu vis un enfer, il y a des gens qui préfèrent mourir, mon cher ami. Voilà, je suis désolé. Oui, mais justement, comment comprendre ça? C'est pas compliqué, mon cher ami. Non, c'est compliqué. C'est plus complexe que ça. Non, c'est pas complexe, je suis désolé. C'est plus complexe que ça. Je ne te souhaite pas, mon cher ami, de se retrouver dans cette situation de ces migrants-là. C'est plus complexe. Pas une question de dire. Je veux parler de l'origine. On parle de la même chose. Non, ils se disent être dans des situations difficiles ici. Donc, ils vont prendre la route dans l'espoir de trouver mieux. Voilà. Sauf qu'ils se retrouvent dans un traquenard qui est pire que d'où ils viennent. J'ai bien compris, mon cher. On est sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc, comment comprendre le déclic mental, ce qui les pousse vraiment à aller se jeter dans la gueule du lion? Je pense que c'est de grosses questions qu'il faut poser. Voilà, mon cher Roby. Dans un instant, mesdames et messieurs, notre dossier enquête. Mohamed Mara, allez, vas-y, parce que tu m'as dit que tu voulais... Non, en fait, je vais avoir une réaction sur ce qu'a dit Roby. Je pense tout a été essayé comme elle le dit. C'est pas faux. Et si on travaillait sur la source? La source de tout ceci, c'est chez nous. Les conditions de vie des jeunes. C'est un fait. La formation, les emplois, tout ça c'est important. Mais Lamine, nous ne sommes pas le seul pays au monde qui vit ça. Et d'ailleurs, les départs des Guinéens, il ne faut pas l'oublier, les Guinéens bougent davantage pour les pays limitrophes et les pays africains que pour l'Europe. C'est aussi une réalité. Mais nous ne sommes pas, à mon avis, en train de travailler sérieusement sur un maillon essentiel de cette émigration massive. Bien. Les recruteurs, les passeurs. Quand vous prenez une localité comme Mamou, l'OIM, on a eu des ateliers et tout avec eux ou avec d'autres organisations internationales sur ces questions-là de migration. Mamou, aujourd'hui, par exemple, est devenue une cuvette où écument pratiquement toutes sortes de réseaux de recrutement de jeunes. Justement. On vient, on miroite devant les jeunes des voyages faciles. Ils vont arriver facilement en bordure de Méditerranée. Ils vont traverser facilement, ils iront de l'autre côté.
Et vous voyez des jeunes, beaucoup, vendent parfois terrain et bétail, les avoirs de leurs parents que certains parfois subtilisent et puis les suivent. Mais ces réseaux criminels sont en Guinée, Lamine. Bien sûr. Que font les services de renseignement? Que font les services de sécurité pour les démanteler? Parce que tant que ces réseaux criminels continuent de travailler de manière totalement impunie et à ciel ouvert, excusez-moi, vous aurez toujours des esprits qui vont tomber dans leurs bras. C'est ça le problème. Voilà. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs, sur Radio Espace. Dans un instant, notre dossier enquête.